Salut à tous, alors je suis allé voir Joker Folie à 2, la suite du film de 2019, réalisé toujours par Todd Phillips et avec Joaquin Phoenix, qui est rejoint cette fois par Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, ou plutôt d'une réinterprétation du personnage de Harley Quinn, comme le premier film Joker était d'ailleurs une réinterprétation ou une nouvelle interprétation du personnage du Joker, qui était assez particulière puisque ces films se veulent se situent dans un univers très réaliste où il n'y a pas de super-héros et il n'y a pas encore de Batman d'ailleurs, puisque dans le premier film on voyait d'ailleurs le meurtre des parents Wayne à la toute fin du film, mais le Joker, Arthur Fleck, le personnage principal, existait déjà et a déjà laissé une trace avant même que Batman ne commence. Ce qui posait un petit problème, même si j'ai honnêtement beaucoup aimé le premier film. J'ai trouvé, même s'il était très, on va dire, pompé sur les films des années 70, l'œuvre de Martin Scorsese, etc., je trouve que c'était bien fait quand même. C'était inspiré par plein de choses, mais c'était un melting pot, je trouve, très intéressant. En tout cas, pour moi, l'histoire et le personnage fonctionnaient parfaitement dans ce film, complètement à part, situé hors continuité de toute autre saga, de tout autre univers Batman qui avait été proposé. Et du coup, s'il y avait bien quelque chose justement qui venait embêter un petit peu, frustrer un petit peu le puriste de la mythologie Batman que je suis, c'était le côté comment est-ce qu'on peut avoir un Joker alors qu'on n'a toujours pas eu de Batman. Et ça me posait problème puisque dans différents... Alors il y a eu différentes interprétations dans les comics, et bien sûr... une des principales, celle qui reste au départ, c'est que c'est Batman lui-même qui a créé le Joker. Et c'est quelque chose qui est resté. En tout cas, le Joker n'existait pas avant Batman. Et du coup, dans ce premier film, on a le Joker avant Batman, et ça me posait un petit problème. Ça me picotait un petit peu, mais... La suite, Joker Folie à 2, vient pour moi de résoudre ce problème puisque je trouve qu'il est tout à fait... que c'est une très bonne suite déjà parce qu'elle est complètement cohérente avec ce qui s'est passé dans le premier film. C'est dans la continuité et c'était pas terminé. Ce qu'ils avaient à dire n'était pas terminé. Et du coup, ils vont au bout vraiment de ce qu'ils ont commencé avec le premier film Joker. Il y a vraiment cette fois une conclusion par rapport à ce personnage de Arthur Fleck joué par Joaquin Phoenix. Il y a vraiment une conclusion à la fois narrative et thématique et tout ce qu'on veut autour de ce personnage-là. Je doute qu'il y ait un Joker 3. D'ailleurs, vu les critiques et le box-office qui s'annonce par rapport au premier qui a dépassé le milliard de dollars de recettes et qui a fait gagner à Joaquin Phoenix l'Oscar du meilleur acteur, je pense que celui-là finalement passera assez inaperçu et au vu des premières critiques, c'est sur le chemin, sur la route de l'échec, malheureusement, à la fois critique et commercial. Pour moi, du coup, j'ai eu l'agréable surprise d'apprécier ce film, même si, je dois avouer, je regarde toujours, quand il y a un mauvais buzz autour, je regarde toujours et je regarde le film en me disant à quel moment je vais comprendre ou je vais rejoindre les mauvaises critiques et le film ne fonctionnera plus pour moi. Et en fait, c'est arrivé à aucun moment, mais, mais je reconnais les petits soucis. Je vais commencer par les petits soucis que j'ai eu avec ce film. Donc, Joker Folie à 2, il est un peu trop long. Je pense qu'ils auraient pu faire l'impasse sur 15-20 minutes et qu'ils auraient pu faire l'impasse éventuellement sur un ou deux des numéros musicaux qu'ils proposent, puisque comme annoncé avant et comme montré dans les bandes annonces, nous avons un mix entre le premier film et un côté un peu comédie musicale, puisqu'il y a beaucoup de chansons, les personnages chantent pas mal dans le film. Pour des scènes, la plupart du temps, pour beaucoup de scènes musicales, c'est quelque chose d'imaginé qui se passe dans la tête des personnages, et qui est en parfaite continuité avec ce qui était proposé dans le 1. J'y reviendrai juste après. Mais
Du coup, je trouvais à des moments, j'ai l'impression que le film finalement est prisonnier. Ils étaient prisonniers de leur parti pris de, on va essayer de faire une partie comédie musicale. Ce film n'est pas du tout, je considère pas du tout ce film comme une comédie musicale, même s'il y a des parties musicales dedans. Euh, Pourquoi? Parce que justement ces parties musicales, elles sont pas, c'est pas tout le film qui est chanté, c'est pas tous les moments, tous les différents moments du film qui sont chantés. C'est vraiment par moment pour exprimer des sentiments, c'est pour exprimer un point de vue, et la plupart du temps ça fonctionne très très bien. Mais à des moments, on se demande pourquoi là, on aurait pu faire ça en fait. C'était pas forcément nécessaire et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont un peu prisonniers de leur parti pris artistique, de se dire ah, on va essayer de mettre des chansons à certains moments du film. Certaines, j'ai trouvé éventuellement n'apportaient pas grand chose, même si c'est toujours très bien interprété, c'est toujours bien réalisé et j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, des petites longueurs et une ou deux parties musicales qui étaient, une ou deux chansons qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et il faut avouer que au premier visionnage, on a toujours nos attentes, on a toujours par rapport à, on a aimé le premier film, on n'a pas aimé le premier film, on espère deux, voilà, on s'attend à certaines choses peut-être, comment va évoluer le personnage, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et je dois avouer que à des moments, on se demande vraiment où va le film et on a l'impression qu'ils savent pas trop où ils vont non plus. On passe d'une scène à l'autre, on se dit, voilà, bah, c'est des scènes qui arrivent, c'est des moments qui arrivent, et on se dit, où est-ce qu'ils vont avec ça, où est-ce qu'ils veulent en venir, est-ce que j'avais besoin de voir ce plan, ce passage-là, ça traîne un petit peu en longueur, mais finalement, au bout du compte, quand la conclusion arrive, j'étais agréablement surpris. Et je dis bien surpris parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vu venir. Alors que tous les éléments étaient là. Et c'est là que je me dis, c'est quand même bien écrit, c'est là que j'ai apprécié justement le travail d'écriture, notamment sur les différentes thématiques. Qui poursuivent ce qui était dans le premier film, notamment le côté culte de la personnalité autour du personnage du Joker justement, qui est peut-être ou peut-être pas, est-ce que je surinterprète, mais peut-être une critique actuelle de la société américaine actuelle, avec tout l'extrémisme des républicains, de Trump et tout ça, et de tous ces fanatiques finalement qui, plus ils repoussent les limites, plus c'est l'anarchie, plus c'est le chaos, plus ils sont derrière lui et ils suivent et ils dépassent les limites eux aussi, etc. Et du coup, on a cet aspect-là qui a été traité déjà à la fin du premier film, puisqu'il y a tout un mouvement anarchiste, de destruction et de violence et de criminalité inspiré par le personnage du Joker, qui est malgré tout juste un pauvre type dans le premier film, Arthur Fleck, du coup, qu'on retrouve ici, encore une fois, au 36e dessous, qui est un personnage triste, qui est un personnage pathétique, qui est un personnage qui met mal à l'aise, qui est un personnage qui est inquiétant, mais parce que il a été complètement abandonné par toutes les sphères, on va dire, de la société, par on va dire sa famille, par sa mère, par les institutions psychiatriques, par voilà, la protection de l'enfance, etc. Depuis toujours, ça on voit déjà on a déjà conscience de ça dans le premier film. Et on retrouve ça encore une fois ici parce que il va y avoir son procès par rapport aux événements qui se passaient dans le premier film. Et du coup, on a l'accusation menée par Harvey Dent, bien entendu, et du coup, on a des attentes aussi par rapport à certains personnages, rapport à la mythologie de Batman. On a son avocate à lui, alors voilà, son avocate qui essaye de le défendre en disant qu'il a un dédoublement de la personnalité, c'est pas lui qui a commis les crimes, c'est son personnage de Joker qui est comme, parce qu'il est un peu schizophrène certainement, etc. Alors que dans le premier film, on avait du mal vraiment à se dire, est-ce il n'a pas vraiment un dédoublement de la personnalité, c'est juste un gars qui a craqué et qui est passé à l'acte, et c'est les conséquences de tout ce qui est arrivé dans sa vie.
et le fait qu'il soit perturbé, il est psychologiquement atteint clairement. Mais est-ce qu'il a un dédoublement de la personnalité? Est-ce qu'il n'était pas responsable de ses actes? Et c'est ça tout ce qui fait partie du procès en fait, qu'ils essayent de le défendre. Et bien sûr, alors ça part en ça part en cacahuète. La défense de l'avocate ne fonctionne pas vraiment. Et d'ailleurs, Arthur n'est pas du tout coopératif parce que il a des choses lui à communiquer, comme à la fin du premier film, au moment du talk show. Il a des choses à dire et personne ne semble le comprendre. Et du coup, même la défense de l'avocate qui essaye de lui éviter la peine de mort, en fait, il en veut même pas. Et j'ai trouvé ça pas mal, surtout qu'ils n'arrêtent pas de dire il a un dédoublement de la personnalité ou pas, alors que le procureur qui fait partie, qui essaye de l'envoyer à la peine de mort, de le condamner à mort, c'est Harvey Dent qui lui finira. Alors, pas dans le film, hein, mais qui finira, on le sait, par devenir double face et qui finira par être lui-même victime d'un dédoublement de la personnalité. J'ai trouvé ce côté ironique assez intéressant justement et c'était malin de l'inclure dans le film. Et voilà, et tout ça pour dire que j'avais un petit souci avec Arthur Fleck. Le Joker, pour moi, c'était pas le Joker. Et ça me posait un problème parce que même à la fin du premier film, on se dit ça y est, maintenant il devient le Joker. Sauf que pas vraiment. Parce que c'est pas le Joker tel qu'on le connaît en fait, justement. C'est un génie du crime. C'est un vrai gangster. C'est un génie du crime. Il a trois étapes d'avance sur tout le monde. 3 coups d'avance sur tout le monde. C'est le prince du crime, etc., etc. Enfin bref. Et surtout, son adversaire numéro 1, c'est Batman. Et en fait, ce film explique... Spoiler, ça y est, j'arrive au spoiler. Ce film explique bien que Arthur Fleck n'est pas du tout le Joker. Joker, c'est l'image qui est projetée par nous, parce que pour nous, c'est le titre du film et c'est le personnage. C'est l'image, en fait, qui est projetée par les médias, qui est projetée par le public, qui est projeté par lui-même, en fait, Arthur, qui se présente en tant que Joker, et qui ne correspond absolument pas à qui il est vraiment. C'est un rôle qu'il joue, c'est pas un dédoublement de la personnalité, c'est plutôt un rôle, c'est quand il se met dans le rôle du Joker, c'est là qu'il arrive à communiquer davantage, à s'exprimer, à dire ce qu'il a sur le cœur, et du coup à tuer des gens, en l'occurrence, dans le premier film. Mais ce n'est pas du tout un dédoublement de personnalité, c'est bien Arthur Fleck, juste qui met un costume pour se libérer, pour être libre de tout de toute l'oppression qu'il ressent et de toute la colère qu'il ressent en rapport à la société, etc. Donc ça c'était déjà dans le premier film, et c'est pour ça que je dis, c'est dans la continuité ici, et ils nous font bien comprendre que ce n'est pas le roi du crime, que c'est un gars qui est finalement naïf, qui est perturbé psychologiquement, clairement, et qui est dangereux, et qui doit rester en hôpital psychiatrique définitivement, mais ce n'est pas le prince du crime. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est l'image que les gens ont de lui et qui crée ces conséquences où les gens réagissent par rapport à son personnage du Joker en imaginant la même chose qu'on s'imaginait avant, c'est-à-dire que il va devenir le roi du crime, le chaos, l'anarchie, etc. C'est un symbole, c'est un génie, il y a ce culte de la personnalité qui est créé autour de Joker, parce que ça a été diffusé, le meurtre en direct a été diffusé, tout le monde l'a vu, etc. Ils ont même déjà fait un film, une adaptation, un téléfilm sur ce qui s'est passé, et donc il y a eu une réinterprétation de qui est ce personnage, quoi. Et encore une fois, Arthur Fleck est complètement transparent, il disparaît derrière ce personnage de Joker qui prend le devant de la scène, et que tout le monde imagine qu'il est quelque chose alors qu'il n'est pas du tout ce qu'il est. Et ça a des conséquences dans le deuxième film, des conséquences désastreuses, avec ce côté en fait culte de la personnalité qui est montré justement
comme un virus finalement, comme un cancer qui gangrène et qui se transmet. Alors je sais pas, surinterprétation encore une fois, allégorie de l'épidémie du sida, ça se passe, ils situent le film dans les années 80. Est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il y a ce côté vraiment de transmission de la folie, transmission du chaos et de la violence à travers le pauvre type Arthur Fleck, mais à travers son image que tout le monde s'imagine du Joker. Et du coup, on a ce côté-là vraiment où il y a des baisers, il y a du sexe d'un côté, il y a un moment, il prend la cigarette et il souffle dans la bouche de Harley Quinn, comme s'il lui refilait vraiment la maladie, le cancer. Sauf qu'elle l'a déjà, parce que le personnage apparaît comme une vraie groupie, en fait, un peu comme Harley Quinn, finalement, le personnage d'origine. Il y a un petit twist par rapport à elle qui m'a fait beaucoup plaisir parce que par rapport à ce qui est présenté au début, son personnage comme il est présenté au début et finalement qui est révélé, qui se révèle être un peu différent, et c'est un beau clin d'œil je trouve à Harley Quinn dans les comics. Et du coup ici, je trouve déjà Lady Gaga qui l'interprète très bien, chante très bien, voilà. Mais thématiquement, c'est super parce que vraiment, on a cet aspect groupie, mais parce qu'elle s'imagine qu'il est le Joker. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est que Arthur Fleck finalement aussi, et que finalement, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéressait, c'était le génie, le gangster, le psychopathe. C'est ça qui l'intéressait parce qu'elle est elle-même une psychopathe. Et du coup, j'ai trouvé ce personnage vraiment très intéressant parce qu'en fait, c'est elle qui va ressusciter Arthur Fleck qui se laisse mourir à Arkham, dans l'asile d'Arkham, en attendant son procès. Et c'est elle qui va lui insuffler de nouveau de la vie. Et finalement, elle sait exactement ce qu'elle fait. Et comme c'est cohérent par rapport à la mère d'Arthur Fleck, par rapport à ce qui s'est passé dans le 1, il y a beaucoup de rappels au premier film justement. Elle sait sur quel bouton appuyer pour le faire revenir à la vie. Ce qui nous amène justement au côté musical, puisqu'on voyait déjà dans le premier film comme la musique était importante, les chansons, la musique était importante, même si c'était pas comme dans le deuxième film où il y a vraiment des numéros musicaux. Faut pas oublier que y a une partie, voilà, chanson, musique avec la mère d'Arthur Fleck à l'appartement. Il aime beaucoup danser, valser. Le côté spectacle de toute façon, hein, le costume du Joker, etc. Le clown qui essaye d'apporter de la joie, qui essaye de faire rire avec son spectacle de stand-up complètement raté. Mais ici, voilà, on est dans le show musical et c'est lié justement parce qu'on se souvient dans le premier film, le moment où Arthur finalement va finir par péter les plombs dans le métro parce qu'il est harcelé, parce qu'on se moque de lui, c'est que ces trois jeunes trous du cul sont en train de chanter une chanson au moment où Arthur craque et il y a le déferlement de violence qui commence à ce moment-là où il tue les trois dans le métro, etc. Et on en revient là-dessus, bien sûr, à travers le procès, ce qui est justement intéressant narrativement parce que ça nous permet d'avoir une autre perspective sur ce qui s'est passé, sur certaines scènes clés du premier film et personnages clés du premier film, dont certains reviennent ici pour témoigner lors du procès. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, notamment le témoignage de son ami Gary, la personne de petite taille qui faisait partie de la troupe de comédiens du coup, et avec qui il s'entendait bien et qu'il n'a pas tué justement dans le premier film parce qu'il s'entendait très bien avec lui. Et on a la perspective de Gary sur ce qu'a fait Arthur, et du coup si on pouvait avoir justement un côté de compassion pour le personnage, à un moment... Là, Gary nous l'enlève complètement et arrive même à émouvoir Arthur Fleck lui-même, qui pourtant essaye d'être fort et de transformer finalement son procès en spectacle, quoi. Et du coup, il y a des scènes très touchantes auxquelles je m'attendais vraiment pas, et je trouve que ça fonctionne du coup très bien. Et pour revenir justement à la partie musicale, puisque c'est ça qui déclenche, c'est ça qui fait vivre finalement Arthur, c'est tout ce qui se passe en fait dans son imagination. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit le Joker tel que les gens veulent le voir, certains le voient, certains veulent le voir.
Et c'est comme ça qu'il s'imagine mais c'est dans l'imagination d'Arthur qu'on retrouve le personnage du Joker et le personnage de Harley Quinn tel qu'on le connaît. C'est uniquement dans leur imagination. Et c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est pas réel dans le monde, dans l'univers dans lequel ils vivent. On a des aperçus, voilà, de ce que les gens imaginent qu'ils voient, ou certains souhaitent qu'ils voient, puisque on voit ça continue. Il y en a plein qui sont grimés en Joker et qui sont voilà pour lui, pour que le procès éclate, pour que ce soit le chaos et la folie et que la ville brûle, etc. On a encore tous ces gens-là qui finalement s'imaginent qu'Arthur est le Joker et que c'est pas du tout ça, et certains vont être déçus du coup ou surpris de voir qu'en fait c'est pas du tout ça. Et du coup ça rejoint toute cette idée de transmission, parce que ça l'image du Joker, le culte de la personnalité, c'est pas envers Arthur Fleck le pauvre gars, c'est envers Joker. Et c'est ça qui va créer en fait plein d'autres Jokers, d'accord, qui vont essayer finalement se servent de cette image-là pour être aussi libérés et pour se lâcher et commettre des crimes et voilà, et brûler la ville ou tout ce qu'on veut. C'est ça qu'on retrouve chez Harley Quinn, c'est ça qu'on retrouve chez un Joker qui à un moment aide Arthur à s'évader en fait, alors qu'il n'est pas du tout dedans, c'est pas du tout ce qu'il cherche à faire, et notamment un psychopathe, je vais pas aller jusqu'à spoiler tout le film à la fin, mais le final, c'est clairement, voilà, on a un nouveau Joker, si on veut, un Joker amélioré qui n'aime pas du tout, finalement, qui a une désillusion par rapport à le modèle qu'il avait peut-être, qui lui estime que le Joker, qui rappelle un peu Heath Ledger quand il disait dans The Dark Knight cette ville mérite une meilleure classe de criminels, des criminels de meilleure classe ou quelque chose comme ça. Et on retrouve un peu ce truc-là, quoi. On a ces gens-là qui ont été, on va dire, euphorique à l'idée à la fin du premier film de voir un meurtre en direct, le gars en costume de clown et tout. Les gens, les fanatiques du Joker, en fait, certains vont être déçus vraiment de voir qu'en fait ce n'est que Arthur Fleck, et vont prendre le parti d'aller au-delà de ça et de continuer à suivre finalement un mensonge, une illusion, quoi. Et sauf que avec des vraies conséquences, puisque on aura des vrais psychopathes qui feront des vrais meurtres, voilà, en prenant cette personnalité fictive du Joker. Et ça, j'ai trouvé très bien, et ça me réconcilie un peu avec le premier film où c'était genre, est-ce que c'est censé être le Joker qui va combattre Batman? C'est censé être lui, alors qu'il a l'air complètement à côté de ses pompes, qui prévoit rien, que c'est plus un concours de circonstances qui fait qu'il a tué les gens au moment où il les a tués et qu'il est devenu une icône par accident, en fait, à cause des médias, à cause de la société comme elle érige, voilà, des criminels en héros quelque part, en personnage culte. Et du coup on a vraiment cet aspect là, et j'ai trouvé ça excellent, et ça me réconcilie vraiment avec le premier film du coup, puisque clairement j'aime l'idée de ce qu'il y a autour en fait, finalement, à part le film. J'aime à penser que le Bruce Wayne, justement, là il est déjà adolescent maintenant sûrement au moment du film, absolument aucune mention des Wayne. Ou de Bruce Wayne ou de quoi que ce soit. Mais j'aime à penser que ce personnage-là est du coup complètement traumatisé par les clowns et par cette image du Joker, et que quand il deviendra Batman, il y aura forcément un Joker à aller combattre, parce que ce sera un des héritiers de Arthur Fleck, plutôt de l'illusion d'Arthur Fleck du Joker. Et du coup, voilà, Arthur Fleck n'était pas le Joker de Batman, ça deviendra. Et j'aime ce côté-là, ça c'est mon côté un peu puriste, voilà, de Batman. J'aime que ça fonctionne de cette manière-là dans le film. J'ai beaucoup aimé du coup le personnage de Harley Quinn, qui est pareil, à double face, qui a double facette, et qui est manipulatrice, et qui est à la fois une groupie qui cherche
son maître quelque part, et à la fois quelqu'un qui essaye de le façonner finalement quand elle voit qu'il l'est pas vraiment, ou de faire sortir de lui c'est le côté Joker du coup. Et ça c'est très bien exprimé dès le début du film. Il y a ça commence par un léger court-métrage en dessin animé justement du Joker qui, à la manière de Peter Pan, a son ombre qui n'en fait qu'à sa tête. Et l'ombre du Joker, l'ombre c'est quelque chose finalement qui est d'une certaine manière projeté, on va dire, projeté au sol, et qui est différent de la personne. L'ombre n'est pas la même chose que la personne, il y a des choses différentes. Et là, on voit que c'est l'ombre qui manipule, qui fait le plus gros des dégâts, et qui après reprend le pauvre Arthur Fleck et le remet dans son costume du Joker, etc. En tout cas, j'ai trouvé, voilà, super intéressant, super pertinent par rapport... Pour faire le lien entre le premier film et ce qui va se passer dans ce film-là, ça annonce quand même beaucoup de choses. Que c'est une image, que les gens ont une image projetée du Joker, et que c'est pas la volonté d'Arthur de devenu cette icône, cet emblème, etc. Voilà. Donc, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilà, malgré mes petits pinaillements, on va dire, sur la longueur du film et certains numéros musicaux qui peut-être n'étaient pas forcément nécessaires, alors que les autres, je trouve, se marient très très bien. Les transitions sont très bien faites. Je trouve que c'est bien fait. La mise en scène est très bonne, sauf que voilà, il y a des petites longueurs, mais peut-être... Encore une fois, je le dis, c'est au premier visionnage parce qu'on a des attentes, on se dit où le film risque d'arriver. Il y a certaines choses, on les voit venir. Hein. Si on connaît un peu la mythologie de Batman, il y a des choses qu'on voit venir par rapport à Harley Quinn, il y a des choses qu'on peut voir venir par rapport à Harvey Dent, il y a des choses qu'on peut voir venir, voilà. Mais on nous donne en tout cas les éléments, je trouve que c'est bien écrit parce qu'on nous donne les éléments justement pour essayer de voir où ça va aller. Même si pendant une partie du film, on doute quoi. On ne sait pas exactement où ils veulent en venir. Et quand il conclut, c'est là que je me dis, peut-être un deuxième visionnage, alors certains ne voudront pas en entendre parler, mais moi qui ai apprécié le film, un deuxième visionnage, peut-être que justement ces longueurs-là, je les trouverais plus aussi longues, parce que pour moi, les scènes à ce moment-là que j'ai trouvé peut-être un peu longues ou qui n'étaient pas très utiles, prendront plus de sens maintenant que j'ai vu tout le film en entier, quoi. Et du coup, je suis vraiment curieux de voir ça. Dans tous les cas, j'ai adoré ce côté justement héritier. À un moment, Harley Quinn à un moment mentionne le fait que peut-être qu'elle est enceinte ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça présente directement le côté justement héritier de Arthur Fleck finalement. Et ça présente cette thématique-là et qui est filée jusqu'au bout du film, jusqu'à la conclusion du film, où on a, voilà, bim, les héritiers sont là en fait. Et ils vont être là pendant quelques années parce que le virus se transmet. Le virus se transmet par la descendance, du coup. C'est héréditaire, apparemment, symboliquement, bien sûr, ou par le contact. Arthur, à chaque fois qu'il est en contact avec quelqu'un, il ruine sa vie. Et ça, c'est un élément qu'il y a par rapport à tous les personnages. On voit ça lors du procès. Il arrive... toutes les conséquences de Arthur et de sa simple existence, en fait, finit, malgré lui, des fois, la plupart du temps d'ailleurs, c'est des concours de circonstances, par ruiner la vie des gens qui sont autour de lui. Soit en créant d'autres psychopathes qui le prennent pour un modèle, soit en transmettant son virus, d'une certaine manière, sa maladie, soit par les conséquences désastreuses que ça a sur la vie des gens. Et on a vraiment cet aspect-là, je trouve, par le contact de Arthur sur les gens, qui est exprimé de différentes manières, soit par le contact direct, soit par le fait d'avoir été proche de lui, soit d'être impliqué dans sa vie, peu importe, ça ruine tout le monde. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Ce film a donc, d'une certaine manière, à la manière d'un Alien Covenant, qui est pas forcément exceptionnel, mais qui m'a réconcilié avec Prometheus en me faisant comprendre que les êtres humains sont des abrutis, et que c'est pour ça que s'il se passe certaines choses dans le film, enfin bref, je
ferme la parenthèse, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Ce film-là me réconcilie. Alors j'ai beaucoup aimé, déjà de 1, le film en lui-même, je trouve qu'il se suffit à lui-même très bien parce que parce que ça marche très bien, parce que c'est bien écrit. Et il me réconcilie même avec certains aspects du premier film qui m'avaient laissé un peu frustré en tant que fan de l'univers de Batman. En tout cas, du coup, j'aime bien cet univers du multivers. Je trouve que c'est un beau diptyque et que ça fonctionne très bien. Et faites-vous votre propre idée, parce que si on se laisse on va dire, influencé par ce qu'on voit, les résultats des critiques presse et spectateurs actuels, eh ben, peut-être qu'on se prive d'un film qu'on aurait bien aimé. Donc je ne suis pas déçu, justement, et je suis même agréablement surpris du film que j'ai vu. Voilà. Allez, c'est tout pour Joker Folie à 2. J'ai sûrement d'autres choses à dire, mais j'ai plus le temps. Alors, à la prochaine. Bye bye.